Amis cyclistes, bonjour. Passionnés du vélo et du Tour de France, bonjour. Je vais faire une série de 3 vidéos assez courtes avec 3 thématiques. La première thématique que je vais aborder, c'est être léger. Ce n'est pas toujours un avantage en montagne. C'est contre-intuitif, mais vous allez comprendre et c'est très important de le comprendre. J'en ferai une deuxième également qui va porter sur euh, une explication avec un exemple et une simulation de que se passe-t-il si on augmente de manière artificielle l'hématocrit d'un sportif. Donc j'ai préparé un outil, un simulateur, qui vous permettra de voir comment on peut faire évoluer le VO2 max d'un sportif en faisant varier son hématocrit, autrement dit sa quantité de globules rouges. Et ça permettra de comprendre que le dopage, en fait, ne peut pas conserver la hiérarchie entre les sportifs. Contrairement à ce qu'on pense, la hiérarchie serait très différente si le dopage n'existait pas. Et la dernière, elle portera sur une analyse de la montée de BTEX en 2016 réalisée par Romain Bardet. Parce qu'en fait, ces 3 petites vidéos que je vais faire, elles sont consécutives à des remarques, à des questions qui sont posées sur les commentaires des vidéos précédentes que j'ai faites. Donc j'ai sélectionné 3 remarques et questions pertinentes et auxquelles j'essaie de répondre plutôt que de faire des réponses en commentaires parce qu'il y a des centaines de commentaires, donc j'ai pas le temps de tout lire. J'en ai validé la plupart, mais au bout de 2 jours, je bloque les commentaires parce qu'il y en a déjà des centaines, voire plusieurs centaines, et que ça me prend du temps de tout vérifier. Voilà, merci de votre compréhension. Donc tout de suite, on y va pour la première vidéo, qui est être léger, ce n'est pas toujours un avantage en montagne. Alors j'ai ici en illustration 2 exemples assez connus des cyclistes de ma génération. Alors les plus jeunes connaissent peut-être moins bien, ne l'ont pas vécu en direct, mais Marco Pantani, Miguel Indurain sont 2 cyclistes des années 90. Marco Pantani pesait environ 58 kg. Miguel Indurain, au mieux de sa forme, 78 kg. C'était pas du tout les mêmes gabarits. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, être plus lourd, à puissance relative en watts par kilo identique, c'est un avantage en montagne. Et j'insiste sur ça. Évidemment, si vous avez 15 kg de surpoids, ça va vous pénaliser. Mais ici, on ne parle pas de la même chose. On parle de sportifs entraînés, qui n'ont globalement pas de surpoids, qui sont affûtés comme des lames de rasoir. Et globalement, s'ils ont la même puissance relative en watts par kilo, eh bien, le coureur le plus lourd montera plus vite dans les cols. Ça, c'est une vérité physique. Et je vais vous expliquer pourquoi. On peut prendre un exemple. Imaginons que nous ayons 2 coureurs qui pèsent donc 58 et 78 kg et qui ont chacun une puissance de 6 watts par kilo. C'est ce que je vous explique dans l'article ici. Eh bien, le coureur qui a 6 watts par kilo, eh bien, lui, ça lui fait 348 watts s'il pèse 58 kg. Et l'autre, eh bien, ça lui en fait 468, parce qu'il est beaucoup plus lourd. On fait 78 x 6, 468 watts. Eh bien, sur terrain plat, il est évident que le coureur le plus lourd sera le plus rapide, parce qu'il a une plus grande puissance en valeur absolue. Et pour aller vite sur terrain plat, il faut avoir un maximum de puissance. Et Miguel Indurain, évidemment, était redoutable dans les contre-la-montre. Il gagnait le Tour de France comme ça. Il atomisait tous les contre-la-montre. Il n'a quasiment jamais été battu sur les contre-la-montre du Tour de France. Je crois qu'il a perdu une seule fois, ou 2 fois, contre Tony Rozier en 5 années. Il y avait 2 chronos, 2 ou 3 chronos sur les grands tours chaque année avec le prologue. Et il n'a pas été battu souvent. Il faisait des écarts assez conséquents. Et donc, évidemment, cet avantage qui est présent sur terrain plat, en fait, en réalité, reste toujours présent en montagne. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le cycliste, lorsqu'il avance, il doit vaincre la résistance de l'air, la résistance au roulement et la gravité. Or, si la gravité, s'il n'y avait pas du tout de frottement aérodynamique et lié au roulement, effectivement, à puissance identique égale en watts par kilo, les 2 cyclistes iraient à la même vitesse en montagne. Malheureusement, il faut aussi vaincre des résistances au roulement et aérodynamique. Or, ces 2 valeurs ne sont pas corrélées de manière parfaite à la masse du coureur. Si bien qu'on gardera toujours un avantage si on est plus lourd pour vaincre les résistances au roulement et vaincre les résistances aérodynamiques. Donc c'est systématique, à puissance identique égale en watts par kilo, le coureur le plus lourd ira le plus vite. Et c'est très important ce que je vous dis là, parce que quelqu'un faisait remarquer dans des commentaires que c'était logique que Jonas Vingegaard ait
Tadej Pogačar monte plus vite que les coureurs dopés des années 90 comme Jan Ullrich, comme Bjarne Riis, comme Lance Armstrong, comme Miguel Indurain, parce que tous ces coureurs-là faisaient entre 72 et 78 kilos, alors que Pogačar 65-66 et Vingegaard 60 kilos. Et donc, on pourrait s'imaginer que c'est juste pour ça qu'ils montent plus vite dans l'école. Eh bien non. En réalité, ils sont désavantagés par rapport à ces coureurs-là, qui ont déjà des puissances stratosphériques. Donc pour pouvoir monter plus vite que Miguel Indurain, Jan Ullrich, Lance Armstrong, euh, qui avait déjà recours à un dopage puissant, le PO, qui était indétectable à l'époque, la cortisone était également indétectable, l'hormone de croissance également, qui était déjà donc bien dopé, eh bien, ça pose vraiment question. Et donc, je vous ai préparé un petit simulateur que vous avez ici. Vous pouvez tester deux cyclistes légers, on va leur mettre les mêmes vélos, les mêmes coefficients de traînée aérodynamique. Alors, normalement, un coureur plus grand pourrait avoir un coefficient de traînée aérodynamique un peu moins bon. Mais c'est pas toujours vrai, hein. Parce qu'en réalité, euh, un grand gabarit va pouvoir, s'il s'allonge bien sur le vélo, avoir un buste plus long. Et la longueur du buste, en fait, est un facteur important. C'est-à-dire que si vous avez en aérodynamisme, par exemple, un disque, par exemple, que cette surface-là, que vous faites avancer, eh bien qu'il ait une surface identique à un tube du même diamètre, eh bien, le tube sera plus aérodynamique, parce que la longueur, en réalité, a une influence sur l'aérodynamisme. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessairement vrai de dire qu'un coureur plus petit a un meilleur CX. Donc, globalement, on l'observe, mais parfois, c'est pas vrai. Donc c'est pas du tout une relation parfaite. Ça va dépendre de la position exacte, la morphologie, sa souplesse, etc. Donc l'écart est pas si important que ça. J'ajoute également un autre critère qui défavorise les gabarits petits, c'est que le poids des vélos est identique pour un coureur de 58 kg par rapport à un coureur qui fait 78 kg. C'était pas tout à fait vrai dans les années 90, mais depuis la fin des années 90, début 2000, les vélos sont plafonnés à 6,8 kg. Et tous les vélos des cyclistes, depuis cette époque-là, font environ 7 kg. Que vous mesuriez 1m60 comme Lenny Martinez ou 1m90, le poids de votre vélo va être à 7 kg, parce qu'en réalité, on est capable d'aller bien en dessous, et du coup, on est obligé de mettre des composants plus lourds sur les vélos des coureurs de petite taille, parce que sinon, leur vélo passe en dessous des critères de poids autorisés. On avait eu le cas il y a quelques années avec Nairo Quintana, il y avait eu une petite polémique parce que son vélo était trop léger. Mais en réalité, c'est injuste, parce que un vélo à 6,8 kg pour un grimpeur de 58 kg, et que notre coureur de 78 kg, il a aussi un vélo à 6,8 kg, eh bien en réalité, ça revient à mettre un handicap au coureur léger de 2,3 kg. Ça veut dire que quand Pantani monte l'Alpe d'Huez, par rapport à Miguel Indurain, c'est comme si on avait mis 2,3 kg de poids en plus à Miguel Indurain pour équilibrer ce rapport poids du vélo, poids du corps. Donc ça, c'est le deuxième critère qui défavorise les gabarits légers. Donc là, dans cette simulation, on va faire un exemple sur terrain plat, où on va leur demander de faire 10 km à la même puissance relative en watts par kilo. Alors on est sur terrain plat, on va dire qu'ils ont les mains en bas du guidon, et c'est pas en position chrono. Ils ont un CX à 0,3, et donc on va les faire rouler à bloc au niveau de la mer. Et donc on va calculer les puissances et les temps. Donc quand je clique là, en fait, s'affiche les puissances des coureurs, 5,6 watts par kilo, donc 325, 14 minutes 15 pour faire les 10 km à 42 de moyenne. Et notre coureur plus lourd, qui lui a beaucoup plus de puissance, eh bien va remettre 12 minutes 56. Il y a un écart de 1 minute 19, ça fait 10% en temps. Donc là, logique, ça on comprend très bien. Mais maintenant, si je mets du dénivelé, mettons que ça monte à 5%, hop, je fais le calcul, j'ai toujours 1 minute 22 d'écart. Sur un temps de 21 minutes 37, eh bien, le coureur léger va perdre 1 minute 22. L'écart est relativement moins important en temps, c'est environ 6%, mais en valeur absolue, il y a toujours autour d'une minute 20. Si on a une pente plus élevée, par exemple 8%, donc je mets 800 mètres sur 10 km, ici vous avez 4,8% d'écart en temps et 1 minute 24 sur un temps d'une demi-heure. Et c'est toujours en avantage au coureur le plus lourd. Donc voilà, donc je vous laisserai explorer ce petit outil de calcul, mais il permet de comprendre que non, le fait que Pogačar et Vingegaard soient plus légers ne peut pas expliquer qu'ils puissent battre les performances de coureurs qui étaient
largement dopés, c'est connu d'un point de vue historique, d'un point de vue, voilà, c'est officiel. Non, ça n'explique pas. Au contraire, le fait qu'ils soient légers, en fait, constitue un handicap si on parle en puissance relative. Voilà. Alors, j'ajoute une petite modération à ça, c'est que l'histoire de l'étude de la capacité aérobie montre quand même que plus on est petit, plus on a tendance à avoir un VO2 max élevé. Il y a un phénomène de compensation. Donc j'explique dans l'article, je donne quelques explications à ça. Mais globalement, le VO2 max des petits gabarits est relativement plus élevé. C'est ce qui leur permet un petit peu d'équilibrer ce problème. Ça a été déjà démontré il y a longtemps. Il y a un papier célèbre qui date de 1991, mais il y avait déjà eu d'autres auteurs, hein, qui avaient parlé de ça. Donc voilà, c'est ce qui permet de compenser un petit peu. Mais donc, en fait, en réalité, retenez bien une chose, hein, l'histoire du poids, c'est pas forcément un handicap. En réalité, il y a des tas de cyclistes qui sont relativement lourds. S'ils ont une grande puissance, ils sont capables de monter très bien. On avait un autre exemple avec Tom Dumoulin, qui était un très grand gabarit, qui grimpait extrêmement bien, qui a gagné le Giro, qui avait failli gagner le Tour d'Espagne. Il n'était pas du tout désavantagé par son poids. Souvent, ce qui peut désavantager les coureurs un peu lourds, parce qu'en montagne, c'est pas qu'une histoire de poids-puissance, c'est aussi une histoire d'endurance pour des puissances de 20 à 50 minutes. Autrement dit, est-ce qu'on est capable de maintenir un haut pourcentage de sa puissance maximale aérobie sur des durées de 20 à 40 minutes? Ça, c'est un autre critère, parce qu'on n'a pas tous tout à fait les mêmes valeurs. En moyenne, les cyclistes professionnels tiennent 80% de leur puissance 5 minutes, mais certains peuvent tenir 82-83%, et d'autres plutôt 75%. Et donc, évidemment, si vous tenez 83% de votre PMA pendant 30 minutes, vous serez avantagé par rapport à celui qui peut tenir que 75%. Ça, c'est une autre question. Mais voilà ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Et je vous laisse là, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui ne serait tardée d'ici 24-48 heures. Merci de votre attention, et à bientôt.